Mon père, avec son front haut, ses cheveux gris et sa moustache courte, avait un air de distinction et l'aspect si peu juif qu'un jour, dans un train, un SA l'invita à adhérer au parti nazi. Et moi-même, son fils, je ne pouvais m'empêcher de voir que ma mère, qui n'a jamais été très coquette, était belle. Je n'ai jamais oublié le jour, j'avais alors 6 ou 7 ans, où elle entra dans ma chambre pour m'embrasser et me dire bonsoir. Elle était habillée pour un bal, et je la regardais fixement, comme si elle eût été une étrangère. Je m'accrochai à son bras, refusant de la laisser partir, et me mis à pleurer, ce qui la bouleversa. Eût-elle pu alors se rendre compte que je n'étais ni malheureux ni malade, mais que dans mon émotion, je venais de la voir, objectivement, pour la première fois de ma vie, comme une créature séduisante avec une personnalité bien à elle. Lorsque Conrad entra, je le conduis vers l'escalier avec l'intention de l'emmener directement dans ma chambre sans le présenter d'abord à ma mère. Je ne savais alors précisément pourquoi j'agissais ainsi. Mais il m'est plus facile aujourd'hui de me rendre compte que j'essayais de l'introduire furtivement. J'avais en quelque sorte l'impression qu'il m'appartenait et à moi seul, et que je ne voulais le partager avec personne. Et probablement, j'en rougis encore, j'avais le sentiment que mes parents n'étaient pas assez reluisants pour lui. Je n'avais jamais eu honte d'eux. En réalité, j'en avais toujours été plutôt fière. Et j'étais, maintenant, horrifiée de découvrir qu'à cause de Conrad, je me comportais comme un sale petit snob. Pendant une seconde, je le détestais presque, parce que je prenais conscience qu'il en était responsable. C'était sa présence qui me faisait éprouver ce sentiment. Et si je méprisais mes parents, je me méprisais encore plus. Mais comme j'atteignais l'escalier, ma mère, qui devait avoir entendu mon pas, m'appela. Il n'y avait pas d'échappatoire, il me fallut le présenter. Je l'emmenai dans notre salle de séjour, ornée d'un tapis de Perse, avec ses meubles de chêne massif, ses assiettes bleues en porcelaine de Meissen, et ses verres à vin, rouges et bleus, à longues tiges, disposés sur un dressoir. Ma mère était assise dans le jardin d'hiver, sous un gommier, en train de repriser des chaussettes, et elle ne parut pas surprise le moins du monde de nous voir, mon ami et moi. Lorsque je dis « Mère, voici Conrad von Hohenfels », elle leva un instant les yeux, sourit, et il baisa la main qu'elle lui tendit. Elle lui posa quelques questions principalement sur le lycée, sur ses projets d'avenir, sur l'université qu'il avait l'intention de fréquenter, et lui dit qu'elle était ravie de le recevoir chez nous. Elle se comporta exactement comme je l'eusse souhaité, et je vis tout de suite que Conrad était enchanté d'elle. Plus tard, je l'emmenai dans ma chambre et lui montrai tous mes trésors, mes livres, mes pièces de monnaie, la fibule romaine et la tuile romaine portant l'inscription LEG 11. Tout à coup, j'entendis le pas de mon père, et il entra dans ma chambre, chose qu'il n'avait jamais faite depuis des mois. Avant que je n'eusse le temps de les présenter, mon père fit claquer ses talons et se tint tout raide, presque au garde-à-vous. Allongea le bras droit et dit « Gestatten, docteur Schwartz ». Conrad serra la main de mon père, s'inclina légèrement, mais ne dit mot. « Je suis très honoré, Herr Graf, dit mon père, de recevoir sous mon toit le descendant d'une si illustre famille. Je n'ai eu le plaisir de faire la connaissance de votre père, mais j'ai connu nombre de ses amis, en particulier le baron von Klumpf, qui commandait le 2e escadron du 1er régiment de Ulan, Ritter von Tompeda, qui servait dans les hussards, et le Pützi de Gimmelhausen, connu sous le nom de Botz. Votre père vous a sûrement parlé de Botz, un ami intime de Kronprinz. Un jour, me raconta Botz, son Altesse impériale, dont le quartier général était alors à Charleroi, l'appela et lui dit «
Boots, mon cher ami, j'ai un grand service à vous demander. Vous savez que Gretel, mon chimpanzé femelle, est encore vierge et a terriblement besoin d'un mari. Je voudrais arranger un mariage où j'inviterai mon état-major. Prenez votre voiture et faites le tour de l'Allemagne et trouvez-moi un beau mâle bien portant. Boots fit claquer ses talons et se mit au garde-à-vous, salua et dit « Jawohl, votre Astesse !» Et il sortit, sauta dans le Daimler du comte Prince, alla de zoo en zoo. Il revint une quinzaine plus tard avec un énorme chimpanzé nommé Georges V. Il y eut des noces fabuleuses. Tout le monde se soûla au champagne et Boots reçut le Ritterkreuz avec feuilles de chêne. Il y a une autre histoire que je dois vous raconter. Un jour, Boots était assis à côté d'un certain Hauptmann Brandt, qui dans le civil était agent d'assurance, mais essayait toujours de se montrer plus royaliste que le roi, quand tout à coup, et mon père continua ainsi, jusqu'à ce qu'il se rappela enfin que des clients l'attendaient dans son cabinet de consultation. Il fit une fois de plus claquer ses talons. « J'espère, Herr Graf, dit-il, qu'à l'avenir, cette maison sera votre second foyer. Veuillez présenter mes compliments à Herr votre père. » Et, rayonnant de plaisir et de fierté, me faisant un signe de tête pour me montrer combien il était content de moi, il quitta ma chambre. Je m'assis, scandalisé, horrifié. Misérable, pourquoi avait-il agi ainsi? Je ne l'avais jamais vu se conduire d'aussi indigne façon. Je ne l'avais jamais entendu parler de Trompéda et de l'exécrable Boots, et l'affreuse histoire du chimpanzé. Avait-il inventé cela pour impressionner Conrad, tout comme j'avais essayé, mais de façon plus subtile, de l'impressionner? Était-il, comme moi, victime du mythe des Hohenfels? Et comme il avait fait claquer ses talons pour le bénéfice d'un écolier, pour la seconde fois en moins d'une heure, je haïssais presque mon ami qui, innocemment, par sa seule présence, avait transformé mon père en une caricature de lui-même. J'avais toujours respecté mon père, et il me semblait avoir beaucoup de qualités qui me manquaient, telles que le courage et la clarté d'esprit. Il se faisait facilement des amis et accomplissait sa tâche scrupuleusement sans se ménager. Il était, il est vrai, réservé avec moi et ne savait comment me témoigner son affection. Mais je savais qu'elle existait, et même qu'il était fier de moi. Et voici qu'il avait détruit cette image, et que j'avais des raisons d'être honteux de lui. Comme il avait paru ridicule, pompeux, servile, lui, cet homme que Conrad eût dû respecter. Cette image de lui faisant claquer ses talons, saluant Gestatten Herr Graf, cette horrible scène éclipserait à jamais le père héros du passé. Il ne serait plus jamais pour moi le même homme. Jamais plus je ne serais capable de le regarder dans les yeux sans me sentir honteux et peiné, honteux de ma honte. Je tremblais violemment et pouvais à peine retenir mes larmes. Je n'avais qu'un seul désir, ne plus jamais revoir Conrad. Mais lui, qui devait avoir compris ce qui se passait en moi, paraissait occupé à regarder mes livres. S'il ne l'avait fait, si à ce moment il m'avait parlé, si, pire encore, il avait tenté de me consoler, de me toucher, je l'aurais frappé. Il avait insulté mon père et m'avait exposé comme un snob qui méritait cette humiliation. Mais il fit instinctivement ce qu'il fallait faire. Il me donna le temps de me reprendre, et lorsque, au bout de 5 minutes, il se retourna et me sourit, je pus lui rendre son sourire à travers mes larmes. Il revint 2 jours plus tard, sans qu'on l'en priât. Il accrocha son manteau dans le vestibule et, comme s'il l'avait fait toute sa vie, il alla droit dans la salle de séjour à la recherche de ma mère. Elle l'accueillit de la même façon, cordiale et rassurante, levant à peine les yeux de son travail, exactement comme la première fois, et comme s'il n'était qu'un autre fils. Elle nous donna du café
et des Streuselküchen, et dès lors, il se présenta régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine. Il était détendu et heureux d'être avec nous, et seule la crainte que mon père nous racontât d'autres histoires de Botz gâtait mon plaisir. Mais mon père aussi était plus détendu. Il s'habitua de plus en plus à la présence de Conrad et abandonna finalement le Herr Graf pour l'appeler par son prénom. Fin de la lecture du chapitre 12. On va résumer le chapitre 12 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Au début du chapitre, le narrateur, on se rappelle que c'est un petit garçon dont les parents sont juifs et qui est ami avec un jeune Allemand qui s'appelle Conrad. Donc le narrateur est très heureux parce qu'il invite son ami chez lui. Il commence par décrire ses parents en disant qu'ils sont très beaux. Il raconte même une scène où sa mère, quand il était petit, qu'il avait 7-8 ans, était venue lui dire bonne nuit et elle s'était préparée avec des habits de bal parce qu'elle partait en soirée. Et il avait trouvé sa maman tellement jolie qu'il s'était accroché à elle et il voulait pas qu'elle parte. Et en fait, le narrateur, il est aussi très mal à l'aise parce qu'il a peur que ses parents ne plaisent pas à son ami. Et ça lui donne un sentiment qui est un peu compliqué parce que c'est comme s'il était un petit snob qui aurait honte de ses parents, ce qui lui donne une mauvaise image de lui. Il voudrait pas avoir cette honte, mais c'est plus fort que lui. Donc du coup, il en veut un petit peu à Conrad. Il dit: «C'est qui ce garçon pour que j'ai honte de mes propres parents?» Et du coup, il en veut presque à son ami. Il passe discrètement dans la maison sans que personne l'entende pour aller jusqu'à sa chambre et il voudrait ne pas croiser ses parents. Mais sa mère l'entend marcher dans le couloir et elle l'appelle. Donc ils sont obligés d'aller se présenter, ils vont dans le salon et sa mère est en train de faire de la couture et elle les salue gentiment sans trop leur prêter d'attention. Et finalement, du coup, le narrateur, il est quand même content, il a été fier de sa mère. Et il va dans sa chambre avec son ami pour lui montrer toutes ses collections. On se rappelle qu'il collectionne les choses archéologiques, les pierres, les pièces, etc., les livres. Donc il veut montrer à son ami tous ses petits trésors. Et là, il va se passer une scène qui va être très difficile pour le narrateur. Son père entre dans la chambre et son père, qui est un médecin, qui est un homme respectable pour lui, parce que c'est son père, il l'admire comme un héros, c'est un homme intelligent, qui a beaucoup de qualités. Il va saluer son petit camarade Conrad en faisant claquer les talons. Claquer les talons, c'est quand on se met au garde à vous dans l'armée. Et il va l'appeler Herr Graf, ça veut dire Monsieur le Comte. Et il va se mettre à raconter tout un tas d'histoires sur les gens qu'il connaît, qui sont dans l'armée ou qui sont nobles, etc. Et il va lui parler avec beaucoup de déférence, avec un respect exagéré. Et ça va faire très honte au narrateur. Il va même raconter une histoire un peu bizarre d'un général de l'armée qui veut marier son singe, alors qu'il organise une fête pour marier son chimpanzé. Et tout ça, ça va faire très honte donc à Hans, le narrateur. Et il va dire que c'est pas normal que son père, comme ça, se rende si servile, s'humilie pour un jeune étudiant. Et du coup, il va être tellement fâché qu'il va pas pouvoir se ressaisir et il va lui falloir du temps. Mais heureusement, Conrad, il ne va pas le regarder. Une fois que son père sort de la chambre, il va aller regarder les livres, etc. Et il dit: «J'étais tellement en colère et tellement humilié par cette scène de voir son père, comme ça se mettre, inférieur par rapport à un enfant, qu'il dit: "S'il m'avait parlé, j'aurais pu le frapper tellement j'étais en colère"». Mais Conrad ne va pas lui parler, va lui laisser le temps de se ressaisir et ils vont quand même garder leur lien d'amitié. Et après ce jour-là, régulièrement, Conrad va revenir chez Hans, donc le jeune garçon, noble allemand va revenir chez le petit garçon juif régulièrement et leur amitié va perdurer. Il va toujours entrer en déposant sa veste, Conrad, et en allant saluer la maman de Hans. Et il dit la seule ombre au tableau de cette superbe amitié et du fait qu'on a quand même surmonté ça, c'est qu'il a toujours peur que son père rentre encore une fois dans la chambre et revienne faire le même cinéma qui lui a fait honte. L'intérêt de ce chapitre, c'est qu'on commence à réaliser que le père de Hans, il est quand même aux prises avec une réalité où il se sentirait malgré lui inférieur du fait qu'il est juif. Et du coup, quand il voit passer ce garçon qui vient d'une famille noble, il se met à prendre une attitude démesurée qu'on n'a pas avec un enfant normalement. Quand les copains des enfants viennent à la maison, les parents restent les parents, ils ont un statut d'adulte et on a du respect pour les parents, ce n'est pas aux parents à s'incliner devant les enfants.
Et là, on voit que c'est un petit peu inversé et pour Hans, c'est très humiliant de voir son père se comporter ainsi. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 12 et on va passer au suivant. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 13. Puisque Conrad était venu chez moi, je m'attendais à ce qu'il me demandât d'aller chez lui. Mais les jours et les semaines passaient sans invitation. Nous nous arrêtions toujours devant la grille surmontée de 2 griffons portant l'écusson des Hohenfels jusqu'à ce qu'il me dît au revoir. Il ouvrait alors la lourde porte pour remonter l'allée bordée d'odorants lauriers roses qui menait au portique et à l'entrée principale. Il frappait légèrement à la massive porte noire qui glissait silencieusement sur ses gonds. Et Conrad disparaissait comme pour toujours. De temps à autre, j'attendais 1 minute ou 2, regardant fixement à travers les barreaux de fer, espérant que, par miracle, la porte s'ouvrirait de nouveau et qu'il reparaîtrait pour me faire signe d'entrer. Mais cela n'arrivait jamais. Et la porte était aussi menaçante que les 2 griffons qui, cruels et impitoyables, abaissaient sur moi leurs regards, leurs griffes aiguës et leurs langues délitées en forme de fossiles prêtes à m'arracher le cœur. Chaque jour, je subissais la même torture de la séparation et de l'exclusion. Chaque jour, cette demeure qui détenait la clé de notre amitié croissait en importance et en mystère. Mon imagination l'emplissait de trésors, bannières d'ennemis défaits, épées de croisés, armures, lampes ayant jadis brûlé à Ispahan et à Téhéran, brocards de Samarcande et de Byzance. Mais les barrières qui me séparaient de Conrad semblaient dressées à jamais. Je ne pouvais le comprendre. Il était impossible que lui, si soucieux de ne pas faire de peine, si prévenant, toujours prêt à faire la part de mon impétuosité, de mon agressivité, quand il n'était pas d'accord avec ma Weltanschauung, eût oublié de m'inviter. C'est ainsi que, trop fier pour l'interroger là-dessus, je devenais de plus en plus tourmenté, soupçonneux et obsédé par le désir de pénétrer dans la forteresse des Hohenfels. Un jour, comme je m'en allais, il se retourna de façon inattendue. « Entre donc, dit-il, tu n'as pas vu ma chambre. » Avant qu'il me fût possible de répondre, il poussa la grille de fer, les 2 griffons reculèrent, encore menaçants, mais pour le moment impuissants et battant en vain de leurs ailes de prédateurs. J'étais terrifié, pris à l'improviste. L'accomplissement de mes rêves se produisait si soudainement que pour un instant, j'eus envie de m'enfuir. Comment pourrais-je me tenir devant ses parents avec mes souliers non cirés et un col d'une propreté douteuse? Comment pourrais-je affronter sa mère que j'avais vue un jour de loin, silhouette noire se détachant sur les magnolias roses? Elle n'avait pas la peau blanche comme celle de ma mère, mais un teint olivâtre, des yeux en amande. Et, de la main droite, elle faisait tourner une ombrelle blanche comme un soleil. Mais je pouvais maintenant que le suivre en tremblant, exactement comme j'avais vu la chose arriver auparavant. Et, en réalité, dans mes rêves, il leva la main droite et frappa doucement la porte qui, obéissant à son ordre, s'ouvrit sans bruit pour nous laisser entrer. Pendant un certain temps, nous parûmes nous trouver dans une obscurité complète. Puis, mes yeux s'y accoutumant peu à peu, je distinguai un vaste hall d'entrée dont les murs étaient couverts de trophées de chasse, d'énormes andouillets, la tête d'un bison d'Europe, les défenses blanc ivoire d'un éléphant, dont un pied monté sur argent servait de porte-parapluie. Je me débarrassai de mon manteau et laissai mon cartable sur une chaise. Un domestique entra et s'inclina devant Conrad. « Der Kaffee ist serviert, Herr Graf » dit-il. Conrad fit un signe de tête et, me montrant le chemin, monta l'escalier de chêne foncé jusqu'au premier étage, où j'entrevis des portes closes et des murs aux lambris de chêne ornés de tableaux.
Une chasse à l'ours, un combat de cerfs, un portrait du feu roi et une vue d'un château qui avait l'air d'un mélange de château de Hohenzollern et de Neuschwanstein. De là, nous gagnâmes le 2e étage et longeâmes un couloir où il y avait d'autres peintures. Luther devant Charles Quint, les croisés entrant à Jérusalem, et Barberousse endormi dans la montagne de Kyffhäuser avec la barbe poussant à travers une table de marbre. Par une porte ouverte, j'entrevis une chambre à coucher, qui devait être celle d'une femme, avec une coiffeuse couverte de petits flacons de parfum et de brosses à monture d'écaille serties d'argent. Il y avait des photographies dans des cadres d'argent, surtout des officiers, et l'une d'elles ressemblait presque à Adolf Hitler, ce qui me stupéfia. Mais je n'avais pas le temps de l'examiner plus en avant, et de toute façon, j'étais sûre de me tromper. Qui qu'eût fait une photographie de Hitler dans la chambre d'une Hohenfels? Conrad s'arrêta enfin, et nous entrâmes dans sa chambre, assez semblable à la mienne, mais plus grande, d'où la vue était belle. Elle donnait sur un jardin bien entretenu, avec une fontaine, un petit temple dorique et la statue d'une déesse couverte de lichen jaune. Mais Conrad ne me laissa pas le loisir de contempler le paysage. Il se précipita vers un placard et avec un empressement qui me montrait à quel point il avait attendu cette occasion, ses yeux brillant dans l'attente de mon envie et de mon émerveillement. Il déploya ses trésors. De leur couche d'ouate, il tira ses pièces grecques, un Pégase de Corinthe, un Minotaure de Conos, des pièces de Lampsaque, d'Argiante, de Ségiès et de Sélinonte. Mais ce n'était pas tout. D'autres trésors survinrent, plus précieux qu'aucun des miens. Une déesse de Gela, en Sicile, un petit flacon de Chypre, de la couleur et de la forme d'une orange, orné de dessins géométriques. Un tanagra qui représentait une jeune fille vêtue d'un chiton et coiffée d'un chapeau de paille. Une coupe de verre syrienne, irisée comme une opale et prismatique comme une pierre de lune. Un vase romain d'une laiteuse couleur de jade vert pâle et une statue d'Hercule en bronze. Il était touchant de voir sa joie à pouvoir me montrer sa collection et à observer mon étonnement et mon admiration. Le temps passa avec une incroyable rapidité. Et quand, 2 heures plus tard, je le quittais, non seulement ne regrettai-je pas de n'avoir pas vu ses parents, mais il ne me vint même pas à l'idée qu'ils eussent pu être absents. Fin de la lecture du chapitre 13. On va résumer le chapitre 13 du livre L'ami retrouvé. Dans ce chapitre, donc Hans et Conrad, qui sont toujours 2 grands amis, on se rappelle que Conrad, lui, vient d'une famille noble allemande, et Hans, lui, est un enfant juif allemand dont le père est médecin. Donc, dans le chapitre précédent, c'est Conrad qui est allé chez Hans. Il a été accueilli par ses parents et puis, même s'il a été un peu vexé par l'humiliation de son père, il a pris l'habitude de revenir régulièrement, Conrad, chez Hans. Mais Hans n'est jamais parti chez Conrad et ça commence à lui peser. Il est très triste de ça et on se rend compte que Hans, c'est un garçon qui a un caractère parfois emporté, colérique, etc., mais que Conrad est beaucoup plus calme. Mais Hans est aussi très fier et il n'ose pas demander pourquoi est-ce qu'il n'est jamais invité. Mais il fantasme un petit peu sur la porte. Il imagine que les statues dans l'entrée, elles ont des griffes et une langue pour l'agresser, etc. Et du coup, ça lui paraît comme un royaume interdit parce que chaque fois qu'il raccompagne son ami, il n'a pas le droit d'entrer dans la maison. Mais un jour, enfin, quand Conrad rentre chez lui, il se retourne et il lui dit « Viens, est-ce que tu veux entrer dans ma maison ?» Donc il est très, Hans est très impressionné de rentrer dans cette maison parce qu'il n'y est jamais venu. C'est une maison très riche. Il décrit encore une fois très longuement toutes les choses à l'intérieur. Moi, je ne connais pas tout ça. C'est des généraux, c'est des animaux, c'est des choses rapportées de pays lointains. Et tout cela est exposé dans la maison, qui est un château d'ailleurs, avec des tableaux, etc.
Il y a une seule chose qui le surprend un petit peu, c'est que dans la chambre de sa mère, il entrevoit une coiffeuse et cetera, la porte est ouverte et il a l'impression de voir un tableau de Hitler et il dit: «Mais que pourrait faire Hitler dans la chambre d'une Hohenfels?» parce que c'est une famille noble et les nobles en général étaient plutôt opposés, à l'émergence des nazis qui était plutôt un parti populaire, voire même très populiste d'ailleurs et du coup il dit: «Non, il y a aucune raison qu'il y ait un tableau de Hitler là-bas, donc j'ai dû me tromper». Et puis les 2 garçons vont dans la chambre pour pouvoir, être ensemble et Conrad est très content de montrer tout un tas de trésors et Hans fait remarquer qu'il en a quand même plus que lui, il a des choses qui ont plus de valeur et ils sont un peu collectionneurs tous les 2, donc il lui montre lui aussi à son tour ses pièces et ses différents objets d'archéologie qu'il a pu, récupérer. Le chapitre se termine comme ça, mais quand même le narrateur dit au moment de clore le chapitre, il n'a pas réalisé en repartant que ses parents n'étaient pas là et il s'est pas dit: «Tiens, c'est bizarre qu'il m'invite uniquement quand ses parents sont absents». Donc là, il y a quelque chose qui commence à émerger. On commence à se demander quand même si les parents de Conrad auraient pas des tendances un petit peu nazies. Ça, c'est le lecteur qui commence à se poser la question. Le narrateur présente un enfant qui ne s'interroge pas du tout, qui n'y pense pas du tout, mais nous, en tant que lecteur extérieur, on commence à se demander quand même pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas inviter un enfant juif? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un tableau d'Hitler dans la chambre de sa mère? Il y a des petits indices quand même. Et on va passer à la lecture du chapitre suivant. L'ami retrouvé, lecture du chapitre 14. 15 jours plus tard, il m'invita de nouveau. Ce fut la même agréable routine. Bavardage, examen des collections, comparaison, admiration. De nouveau, ses parents semblaient être absents, ce qui ne m'importait guère, car je redoutais un peu de les rencontrer. Mais, lorsque cela se reproduisit pour la 4e fois, je commençais à soupçonner que ce n'était pas une coïncidence et à craindre qu'il ne m'invitât que lorsque ses parents n'étaient pas là. Bien que je me sentisse un peu offensée, je n'osais l'interroger là-dessus. Puis je me rappelais un jour la photographie de l'homme qui ressemblait à Hitler. Mais tout aussitôt j'eus honte d'avoir pu soupçonner un seul instant les parents de mon ami d'avoir le moindre rapport avec un tel homme. Fin de la lecture du chapitre 14. On va résumer le chapitre 14 de l'ami retrouvé. Il est très court, il fait une demi-page, mais c'est vraiment la suite du chapitre 13. C'est le narrateur qui prend conscience. Donc le petit Hans, il commence à se dire que son ami l'a invité 4 fois quand ses parents étaient absents, et il se dit finalement le tableau d'Hitler, c'était peut-être pas une illusion, il y a peut-être vraiment un tableau d'Hitler chez eux. Et en même temps, il n'ose pas y croire. Il se dit je devrais avoir honte de les soupçonner de quelque chose comme ça, c'est impossible qu'ils aient un rapport avec Hitler. C'est la fin du résumé du chapitre 14 qui est très court. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 15. Mais vint un jour où le doute ne fut plus permis. Ma mère m'avait pris un billet pour une représentation du Fidelio, dirigée par Furtwängler, et j'étais assis dans un fauteuil d'orchestre, attendant le lever du rideau. Les violons commencèrent à s'accorder, puis à jouer en sourdine, et une foule élégante emplit la salle de l'opéra, l'un des plus beaux d'Europe. Le président de la République en personne nous honorait de sa présence. Mais peu de gens le regardaient. Tous les yeux se tournaient vers la porte, près du premier rang des fauteuils d'orchestre, par laquelle, lentement et majestueusement, les Hohenfels faisaient leur entrée. Avec un mouvement de surprise et quelques difficultés, je reconnus mon ami, un étrange et élégant jeune homme en smoking. Il était suivi de la comtesse, en robe noire, avec un étincelant diadème, un collier et des boucles d'oreilles. Le tout fait de diamants qui projetaient une lumière bleuâtre sur sa peau mate. Puis venait le comte, que je voyais maintenant pour la première fois. Il avait une moustache et des cheveux gris, et une étoile incrustée de diamants brillait sur sa poitrine. Il se dressait là, uni, supérieur, escomptant que les assistants les contemplaient, bouche bée, hommage que leur conféraient 9 siècles d'histoire. Ils se décidèrent enfin
à gagner leur place. Le comte ouvrait la marche et la comtesse le suivait. La lueur irisée que jetaient ses diamants dansant autour de sa jolie tête. Puis venait Conrad, qui, avant de s'asseoir, jeta sur l'auditoire un regard circulaire, s'inclinant lorsqu'il reconnaissait quelqu'un, aussi sûr de lui que son père. Tout à coup, il m'aperçut, sans me donner le moindre signe de reconnaissance. Puis son regard erra autour des fauteuils d'orchestre, se leva vers les balcons et se rabaissa. Il m'a vu, assurément, me dis-je, car j'étais convaincu que ses yeux, en rencontrant les miens, avaient enregistré ma présence. Puis le rideau se leva et les Hohenfels, ainsi que nous autres, quantité négligeable, restâmes plongés dans l'obscurité jusqu'au premier entr'acte. Dès que le rideau tomba, et sans attendre que les applaudissements se fussent éteints, je me rendis au foyer, une vaste salle ornée de colonnes de marbre corinthiennes, de lustres de cristal, de glaces aux cadres dorés, de tapis rouges cyclamènes et tendus de papier peint couleur de miel. Là, appuyé contre l'une des colonnes et m'efforçant d'avoir l'air hautain et dédaigneux, j'attendis l'apparition des Hohenfels. Mais quand je les vis, enfin, j'eus envie de m'enfuir. Ne vaudrait-il pas mieux écarter la pointe de la dague qui, je le savais par l'atavique intuition d'un enfant juif, me serait, dans quelques minutes, plongée dans le cœur. Pourquoi ne pas éviter la souffrance? Pourquoi risquer de perdre un ami? Pourquoi demander des preuves au lieu de laisser s'endormir un soupçon? Mais je n'eus pas la force de fuir, de sorte que, me raidissant contre la douleur, appuyé contre la colonne, je me préparais à l'exécution. Lentement et majestueusement, les Hohenfels se rapprochèrent. Ils marchèrent côte à côte, la comtesse au milieu, faisant des signes de tête à des connaissances, en agitant une main couverte de bagues, avec un léger mouvement d'éventail. Les lueurs que jetaient son collier et son diadème, l'aspergeant de perles lumineuses, pareilles à des gouttes d'eau cristalline. Le comte inclina légèrement la tête à l'adresse de diverses personnes et du président de la République, qui répondit par un profond salut. La foule leur faisait place, et leur procession royale poursuivait son chemin sans obstacle, superbe et impressionnante. Ils avaient encore une dizaine de mètres à faire avant d'arriver jusqu'à moi, qui voulais connaître la vérité. Aucun échappatoire n'était possible. 5 mètres nous séparaient, puis 4. Il me vit, soudain, sourit, toucha de la main droite le revers de son smoking, comme s'il voulait en faire tomber un grain de poussière. Et ils me dépassèrent. Ils continuèrent à avancer avec solennité, comme s'ils suivaient l'invisible sarcophage de Prophire de l'un des princes de la terre, au rythme de quelque inaudible marche funèbre, sans cesser de sourire et de lever la main, comme s'ils voulaient bénir la foule. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité du foyer, je les perdis de vue, mais quelques minutes plus tard, le comte et la comtesse revinrent sans Conrad, passant et repassant. Ils acceptaient l'hommage des spectateurs. Quand la sonnette retentit pour le 2e acte, j'abandonnai mon poste, rentrai chez moi, et sans être vue de mes parents, allai tout droit me coucher. Cette nuit-là, je dormis mal. Je rêvais que 2 lions et une lionne m'attaquaient, et je dus crier, car je m'éveillais pour voir mes parents penchés au-dessus de mon lit. Mon père prit ma température, mais ne me trouva rien d'anormal. Et le lendemain matin, j'allais au lycée comme à l'ordinaire, bien que je me sentisse aussi affaiblie que si je me relevais d'une longue maladie. Conrad n'était pas arrivé. Je gagnai directement ma place. Et faisant semblant de corriger un devoir du soir, je ne levai pas les yeux quand il entra. Il alla, lui aussi, directement à sa place, et se mit à disposer ses livres et ses crayons sans me regarder. Mais dès que la cloche eut annoncé la fin du cours, il vint à moi, mit ses mains sur mes épaules, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et me posa quelques questions,
mais non celle qu'il eût fallu poser. Si j'avais aimé Fidelio. Je lui répondis aussi naturellement que possible, et à la fin de la classe, il m'attendit et nous rentrâmes ensemble, comme si rien n'était survenu. Pendant une demi-heure, je continuais à feindre, mais je savais parfaitement qu'il savait ce qui se passait en moi, sinon il n'eût pas écarté le sujet qui avait été, pour tous deux, de la plus grande importance, la soirée de la veille. Puis, alors que nous étions sur le point de nous séparer et que s'ouvrait la grille, je me tournai vers lui et dis à Conrad : « Pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me voir hier ?» Il devait s'être attendu à cette question, mais elle lui causa tout de même un choc. Il rougit, puis devint très pâle. Peut-être avait-il espéré qu'après tout, je ne la lui poserais pas, qu'après avoir boudé quelques jours, j'oublierais ce qui était arrivé. Une chose était claire, il n'était pas préparé à être interrogé sans détour. Et il se mit à bredouiller quelques mots, tels que « Je n'ai pas fait semblant de ne pas te voir. Tu imagines des choses. Tu es hypersensible. Et je n'ai pu quitter mes parents. » Mais je refusais de l'entendre. « Écoute, Conrad, dis-je, tu sais parfaitement bien que j'ai raison. Crois-tu que je me rende pas compte que tu ne m'as invité chez toi que lorsque tes parents étaient absents? Crois-tu vraiment que j'ai imaginé des choses hier soir? Il me faut savoir où j'en suis. Je ne veux pas te perdre, tu le sais. J'étais seule avant ta venue et je serais plus seule encore si tu me rejetais. Mais je ne puis supporter l'idée que tu as trop honte de moi pour me présenter à tes parents. Comprends-moi bien. Je ne me soucie guère des relations sociales avec tes parents. Sinon, une fois pour 5 minutes, de façon à ne pas me sentir un intrus chez toi. D'ailleurs, je préfère être seule plutôt qu'humiliée. Je vaux autant que tous les Hohenfels du monde. Sache que je ne permettrai à personne de m'humilier, fût-il roi, prince ou comte. Courageuse parole, mais j'étais maintenant au bord des larmes, et je n'eus guère pu poursuivre si Conrad ne m'avait interrompu. Mais je n'ai aucune envie de t'humilier, comment le pourrais-je? Tu es, et tu le sais, mon seul ami, et tu sais que je t'aime plus que quiconque. Tu sais que j'étais seule, moi aussi, et que si je te perdais, je perdrais l'unique ami en qui je puisse avoir confiance. Comment aurais-je pu avoir honte de toi? Toute la classe ne connaît-elle pas notre amitié? N'avons-nous pas voyagé ensemble tout alentour? T'est-il jamais venu à l'idée que j'avais honte de toi? Et tu oses insinuer une chose pareille? Oui, dis-je maintenant plus calme, je te crois entièrement. Mais pourquoi hier étais-tu si différent? Tu aurais pu me parler un instant et te montrer conscient de mon existence. Je n'attendais pas grand-chose. Juste un signe de tête, un sourire, un geste de la main, cela eût suffi. Pourquoi es-tu si différent quand tes parents sont là? Pourquoi n'ai-je pas fait leur connaissance? Tu connais mon père et ma mère. Dis-moi la vérité. Il doit y avoir une raison pour que tu ne m'aies pas présenté à eux. La seule raison qui me vienne à l'esprit, c'est que tu crains que tes parents ne soient réprobateurs à mon égard. Il hésita un moment. Eh bien, dit-il, tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu. Tu veux la vérité, tu l'auras, comme tu l'as vu. Et comme tu ne pouvais pas le voir, je n'ai pas osé te présenter. La raison, j'en jure par tous les dieux, n'a rien à voir avec le fait d'être honteux. Là, tu es dans l'erreur. Et est beaucoup plus simple et désagréable. Ma mère descend d'une famille polonaise distinguée, jadis royale, et elle hait les Juifs. Pendant des centaines d'années, les Juifs n'existaient pas pour les gens de cette sorte. Ils étaient plus vils que les cerfs, l'excrément de la terre, les intouchables. Elle déteste les Juifs. Elle en a peur, bien qu'elle n'en ait jamais rencontré un seul. Si elle était mourante et que ton père pût la sauver, je ne suis pas certain qu'elle le ferait appeler. Elle n'admettra jamais l'idée de faire ta connaissance. Elle est jalouse de toi parce que, juif, tu es devenu l'ami de son fils. Elle pense que le fait qu'on me voie avec toi est une tache sur les blasons des Hohenfels. De plus, elle a peur de toi. Elle croit que tu as sapé ma foi religieuse, que tu es au service de la juiverie mondiale, ce qui revient simplement à dire le bolchevisme, et que je serai la victime de tes machinations diaboliques.
Ne ris pas, elle parle sérieusement. J'en ai discuté avec elle, mais elle se borne à répéter. Mon pauvre enfant, ne vois-tu pas que tu es déjà entre leurs mains? Tu parles déjà comme un juif. Et si tu veux toute la vérité, il m'a fallu lutter pour chaque heure passée avec toi. Et le pire de tout est que je n'ai pas osé te parler hier soir parce que je ne voulais pas te blesser. Non, mon cher ami, tu n'as pas le droit de me faire des reproches. Tu n'en as pas le droit, je t'assure. Je regardais fixement Conrad, qui, tout comme moi, était bouleversé. Et ton père, balbutiai-je. Oh, mon père, c'est différent. Peu lui importe qui je fréquente. Pour lui, un Hohenfels sera toujours un Hohenfels, où qu'il soit, quelles que soient ses fréquentations. Si tu étais une juive, ce serait peut-être autre chose. Il te soupçonnerait de vouloir me mettre le grappin sur moi. Et il n'aimerait pas ça du tout. Bien entendu, si tu étais immensément riche, il pourrait, je dis bien, il pourrait envisager la possibilité d'un mariage. Mais, même alors, il détesterait blesser ma mère dans ses sentiments. Vois-tu, il est encore très amoureux d'elle. Jusqu'ici, il avait réussi à rester calme, mais soudain, emporté par l'émotion, il me cria. Ne me regarde pas avec ces yeux de chien battu. Suis-je responsable de mes parents? Y suis-je pour quelque chose? Me blâmerais-tu parce qu'ainsi va le monde? N'est-il pas temps pour nous deux de faire preuve de maturité, de renoncer aux rêves et d'affronter la réalité? Après cet éclat, il s'apaisa. Mon cher Hans, dit-il avec une grande douceur, accepte-moi tel que j'ai été créé par Dieu et par des circonstances indépendantes de ma volonté. J'ai tenté de te cacher tout cela, mais j'aurais dû comprendre que je ne pourrais pas te leurrer bien longtemps et avoir le courage de t'en parler avant. Mais je suis un lâche, je ne pouvais simplement pas supporter l'idée de te blesser. Pourtant, je ne suis pas entièrement à blâmer. Tu rends vraiment très difficile à quiconque d'être à la hauteur de tes idées sur l'amitié. Tu escomptes trop de simples mortels, mon cher Hans. Essaye donc de me comprendre et de me pardonner, et continuons à être amis. Je lui tendis la main, n'osant le regarder en face, car nous aurions pu nous mettre à pleurer, tous deux, ou l'un de nous. Nous n'avions que 16 ans après tout. Lentement, Conrad referma la grille de fer qui devait me séparer de son monde. Il savait, et je savais, que je ne pourrais jamais plus franchir cette frontière, et que la résidence des Hohenfels m'était fermée à jamais. Il alla lentement jusqu'à la porte, toucha légèrement un bouton, et la porte s'ouvrit silencieusement et mystérieusement. Il se retourna et me fit un signe de la main, mais je m'abstins de lui rendre. Mes mains étreignaient les barreaux de fer comme celles d'un prisonnier, implorant sa délivrance. Les griffons, avec leurs becs et leurs griffes comme des fossiles, abaissaient sur moi leurs regards, élevant très haut et triomphalement l'écu des Hohenfels. Il ne m'invita plus jamais chez lui, et je lui sus gré d'en avoir eu le tact. Rien d'autre ne semblait avoir changé. Nous nous rencontrions comme auparavant, comme si rien n'était survenu, et il venait voir ma mère, mais de plus en plus rarement. Tous deux savions que les choses ne seraient jamais plus comme avant, et que c'était le commencement de la fin de notre amitié et de notre enfance. Fin de la lecture du chapitre 15. On va résumer le chapitre 15 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Ce chapitre est plus long et c'est un chapitre très important parce qu'il est très triste. C'est dans ce chapitre qu'on va comprendre exactement la différence entre Hans, qui est un enfant juif, un jeune homme, il a 16 ans, et Conrad, qui est un jeune homme allemand d'une famille noble. Et on va voir vraiment ce qui les sépare. Donc le chapitre démarre par une représentation à l'opéra. Le président de la République est invité, Hans a reçu un billet offert par sa mère et il trouve
avec surprise, parce qu'il ne le savait pas, son ami Conrad qui lui aussi se rend à la représentation avec son père et sa mère. Et ils sont tellement merveilleux, tellement beaux, bien habillés, riches et bien réputés, que tout le monde les observe, tout le monde les observe même plus que le président de la République. Et ils saluent les gens à la ronde, comme ça, un petit peu comme des stars. Et quand il croise le regard de Hans, Conrad ne le salue pas. Et cette fois, Hans, il est vraiment certain qu'il y a un problème avec sa famille, parce que ça ne peut pas être une erreur. Donc, à l'entracte, il y a une pause, il va dans le hall et il se met devant la porte parce qu'il attend que Conrad sorte avec ses parents pour voir s'il osera passer vraiment devant lui sans le regarder. Et puis il hésite à repartir, on voit que Hans, c'est un enfant qui est un jeune homme, parce qu'il a 16 ans, qui est passionné. Pour lui, il a un grand sens de l'amitié, et puis un grand sens de l'honneur, il faut pas qu'on lui manque de respect, etc. Et du coup, il défie un petit peu ça, même s'il a très peur d'être renvoyé, il veut pas faire demi-tour. Et finalement, quand Conrad sort, il l'ignore encore une fois, et là, le doute n'est plus permis. Il comprend que Conrad refuse de le saluer quand il est avec ses parents. Donc, Hans est évidemment très très triste, il rentre chez lui sans saluer ses parents, il va se coucher, il fait des cauchemars dans la nuit, il réveille toute la maison, etc. Et le lendemain, il va dans la classe, il s'installe à sa place et il ne regarde plus Conrad parce qu'il est très humilié qu'il n'ait pas voulu le saluer devant ses parents. Conrad se met de son côté, mais c'est lui qui va revenir et qui va aller plusieurs fois vers Hans et ils vont se remettre à parler et à être amis comme si de rien n'était. Mais à la fin de la journée, Hans va lui poser la question très directement, il va lui dire « Pourquoi est-ce que tu as honte de moi ?» Et alors Conrad va s'expliquer, on va être un petit peu surpris. Il va lui dire d'abord qu'il n'a pas honte de lui parce que tout le monde sait qu'ils sont amis, etc. Mais ses parents, en réalité, n'ignorent pas la présence de Hans dans la vie de Conrad. Il sait qu'ils sont amis. Mais sa mère, elle vient d'une famille polonaise et je ne sais pas trop pourquoi, apparemment cette famille-là déteste les juifs. Ils les considèrent comme même pas des humains, comme des gens qui sont moins importants que de la terre et elle a des propos très très durs à son sujet. Et du coup, pendant des très longs moments, ils se sont disputés, Conrad et sa mère, parce que sa mère, elle accuse son ami de vouloir le détourner d'eux, le détourner de sa religion, etc. Et Conrad, lui, par amitié pour son ami, il a toujours tenu tête à sa mère, mais il n'a pas osé le saluer devant elle. Mais sa mère est effectivement tout à fait pour les nazis, elle déteste les juifs et elle est très fâchée que son fils ait un ami juif. Finalement, le chapitre va se terminer comme ça, avec cette explication de Conrad. Ils vont rester amis, ils vont continuer à se voir en dehors, mais il n'entrera plus jamais dans la maison des Hohenfels. Il va demander aussi « Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense ?» Et il dit « Oh, tu sais, mon père, ça ne le dérange pas que j'ai un ami juif, tant que tu n'es pas une juive et que je ne veux pas t'épouser. » Et après, il va même dire « Et encore, quand bien même tu serais une juive, si tu étais très riche, mon père voudrait bien que je t'épouse. » Il dit « Mais le problème de mon père, c'est qu'il ne veut jamais contrarier ma mère parce qu'il est encore très amoureux d'elle. » Et finalement, on voit que ces deux jeunes hommes, ils vont découvrir que leur amitié, elle est soumise à cette vague nazie qui est en train de déferler sur l'Allemagne et que du coup, ça les met comme ça un petit peu chacun d'un côté. Et eux, ils choisissent de rester amis malgré tout, bien que Hans ne puisse plus entrer dans la maison de Conrad. Et en même temps, il y a des choses dans le chapitre, comme les grilles du jardin, qui sont symbolisées comme une prison qui les sépare. Il y a des choses qui font qu'ils n'ont pas vraiment la possibilité d'être amis comme avant. La dernière phrase de ce chapitre est « C'était le commencement de la fin de notre amitié et de notre enfance ». Parce que d'un coup, ça y est, c'est plus quelque chose d'extérieur, la politique, c'est vraiment quelque chose qui, dans un sens, gâche leur vie, gâche aussi leur amitié et termine leur enfance. Fin du résumé du chapitre 15. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 16. Et la fin ne fut pas longue à venir. La tempête, qui avait commencé à souffler de l'est, atteignit la Souabe. Sa violence s'accrut, jusqu'à la force d'une tornade, et ne s'apaisa que 12 années plus tard, lorsque Stuttgart fut aux 3/4 détruit. Ulm, la ville médiévale,
un amas de décombres. Heilbronn, une ruine où 12 000 personnes avaient péri. Quand je retournais en classe après les vacances d'été, passées en Suisse avec mes parents, la sinistre réalité pénétra dans le Karl Alexander Gymnasium pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale. Jusqu'alors, et pendant beaucoup plus longtemps que je ne m'en étais rendu compte à l'époque, le lycée avait été un temple des humanités dans lequel les Philistins n'avaient jamais encore réussi à introduire leur technologie et leur politique. Homère et Horace, Euripide et Virgile y étaient encore plus importants que tous les inventeurs et les maîtres provisoires du monde. Une centaine des élèves avaient été, il est vrai, tués dans la dernière guerre. Mais cela était arrivé aux Spartiates, aux Thémorphiles, aux Romains à Cannes. Mourir pour la patrie avait été suivre leur exemple consacré par l'usage. Là, il y a une citation. « Noble est celui qui tombe au front de la bataille, combattant bravement pour son pays natal. Et pitoyable est celui qui, choisissant d'être un renégat, un sans-patrie, de ses champs fertiles, a pris la fuite. » Mais prendre part aux querelles politiques était une autre histoire. Comment aurait-on pu attendre de nous de suivre les événements du jour alors que nos professeurs d'histoire ne nous avaient jamais appris quoi que ce fût sur ce qui s'était passé depuis 1870 ? Comment eût-il été possible à ces pauvres diables d'englober, dans les 2 heures par semaine qui leur étaient octroyées, les Grecs et les Romains, les empereurs du Saint-Empire et les rois souabes, Frédéric le Grand, la Révolution française, Napoléon et Bismarck. Bien entendu, nous ne pouvions maintenant ignorer ce qui se passait hors du temple. Il y avait dans toute la ville d'énormes affiches rouge sang dénonçant Versailles et s'élevant contre les Juifs. Partout des croix gammées, la faucille et le marteau défiguraient les murs et de longues processions de chômeurs défilaient dans les rues. Mais dès que nous nous retrouvions à l'intérieur, le temps s'arrêtait et la tradition reprenait ses droits. Un nouveau professeur d'histoire, R. Pompetsky, arriva au milieu de septembre. Il venait de quelque part, entre Dantzig et Königsberg, et était probablement le premier Prussien à enseigner au lycée. Son ton cassant et ses mots écourtés semblaient étranges à des oreilles habituées au lent et rustique dialecte souabe. Il commença ainsi son cours. « Messieurs, il y a histoire et histoire. Il y a celle qui est pour le moment consignée dans vos livres et l'histoire qui sera bientôt. Vous savez tout de la première, mais rien de la seconde, parce que certaines puissances des ténèbres, dont j'espère vous parler, ont intérêt à vous la dissimuler. Pour l'instant, en tout cas, appelons-les des puissances des ténèbres, puissances qui sont partout à l'œuvre, en Amérique, en Allemagne, mais particulièrement en Russie. Ces puissances, plus ou moins habilement déguisées, influencent notre mode de vie, sapent notre morale et notre héritage national. Quel héritage, demanderez-vous? De quoi voulez-vous parler? Messieurs, n'est-il pas incroyable que vous ayez à le demander, que vous n'ayez pas entendu parler de l'inestimable présent qui nous a été dévolu? Laissez-moi vous dire ce qu'a signifié cet héritage au cours des 3 derniers millénaires. Aux environs de l'an 1800 avant Jésus-Christ, certaines tribus aryennes, les Doriens, firent leur apparition en Grèce. Jusqu'alors, la Grèce, pauvre région montagneuse, habitée par des gens de race inférieure, sommeillait, impuissante, patrie de barbares, sans passé ni avenir. Mais peu de temps après la venue des Ariens, la scène changea complètement, et ainsi que nous le savons tous, la Grèce s'épanouit en la civilisation la plus brillante dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, avançons dans le temps. Vous avez tous appris comment une ère d'obscurantisme a suivi la chute de Rome,
Croyez-vous que le fait que peu de temps après la descente en Italie des empereurs germaniques, la Renaissance ait commencé soit un pur hasard? Ou n'est-il pas plus que probable que c'est le sang germanique qui fertilisa les terres italiennes, stériles depuis la chute de Rome? Est-ce une simple coïncidence si les deux plus grandes civilisations sont nées si peu de temps après la venue des Ariens? Il continua ainsi pendant 1 heure et évita prudemment de nommer les puissances des ténèbres. Mais je savais, et tout le monde savait ce qu'il entendait par là. Et dès qu'il fut sorti, il éclata une violente discussion à laquelle je m'abstins de prendre part. La plupart des garçons admirent que tout cela n'était que sottise. Et la civilisation chinoise, s'écria Franck. Et les Arabes et les Incas, cet idiot n'a-t-il jamais entendu parler de Ravenne? Mais quelques élèves, surtout parmi les cancres, dirent qu'il y avait quelque chose de plausible dans sa théorie. Sa venue sembla avoir changé du jour au lendemain toute l'atmosphère de la classe. Jusqu'alors, je ne m'étais jamais heurté à plus d'animosité que celle que l'on trouve généralement parmi des garçons de classes sociales et d'intérêts différents. Personne ne semblait avoir une opinion bien arrêtée à mon sujet, et je n'avais jamais subi d'intolérance religieuse ou raciale. Mais lorsque j'arrivai au lycée un matin, j'entendis à travers la porte close de ma classe le bruit d'une violente discussion. Les Juifs, entendis-je, les Juifs. Ces mots étaient les seuls que je puisse distinguer, mais ils se répétaient en chœur, et l'on ne pouvait se méprendre sur la passion avec laquelle ils étaient proférés. J'ouvris la porte et la discussion cessa brusquement. 6 ou 7 garçons, debout, formaient un groupe. Ils me regardèrent fixement, comme s'ils ne m'avaient jamais vu. 5 d'entre eux gagnèrent leur place en traînant les pieds. Mes 2 autres, Bolacher, l'inventeur de Castor et Pollack, qui me parlait à peine depuis un mois, et Schulz, un rustre, agressif, qui pesait bien 76 kilos, fils d'un pauvre pasteur de village, destiné à suivre la voie de son père, me regardèrent droit dans les yeux. Bolacher ricana, cette sorte de ricanement supérieur et stupide qu'arborent certaines personnes lorsqu'elles voient un babouin au zoo. Mais Schulz, se pinçant le nez comme s'il sentait une mauvaise odeur, me dévisagea d'un air provoquant. J'hésitai un instant. Je pensais avoir une chance sur 2 au moins de terrasser ce gros lourdeau, mais je ne voyais pas comment cela pourrait arranger les choses. Une trop grande quantité de poison s'était déjà infiltrée dans l'atmosphère du lycée. J'allai donc à ma place et fis semblant de jeter un dernier coup d'œil sur mes devoirs du soir. À l'exemple de Conrad, qui se donnait un air trop occupé pour prêter attention à ce qui se passait. Or, encouragé par mon indécision à relever le défi de Schulz, Bolacher se précipita sur moi. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Palestine, d'où tu es venu » hurla-t-il. Et tirant de sa poche un petit bout de papier imprimé, il le lécha et le colla sur mon banc devant moi. Il y était écrit « Les Juifs ont ruiné l'Allemagne, citoyens, réveillez-vous ». « Ôte-moi ça », je dis. « Ôte-le toi-même », répondit-il. « Mais attention, si tu le fais, je te casse la figure. » C'était le moment critique. La plupart des garçons, y compris Conrad, se levèrent pour voir ce qui allait se passer. Cette fois, j'avais trop peur pour hésiter. C'était vaincre ou mourir. De toutes mes forces, je frappai Bolacher au visage. Il chancela, puis revint vers moi. Ni l'un ni l'autre n'avions la moindre expérience de lutte. Dans ce combat, les règles étaient ignorées. Oui, mais c'était également nazis contre juifs, et je me battais pour la meilleure cause. Le sentiment passionné qui m'animait, alors, eût pu ne pas suffire à me tirer de là, si Bolacher, en voulant m'asséner un coup que j'évitais, n'avait trébuché et ne s'était coincé
entre deux pupitres, au moment où Pompetsky, en personne, entra dans la classe. Bolaché se mit sur pied, me désignant du doigt, tandis que des larmes de mortification coulaient sur ses joues. Il dit « Schwartz m'a attaqué ». Pompetsky me regarda. « Pourquoi avez-vous attaqué Bolaché ?»« Parce qu'il m'a insulté, dis-je, tremblant de tension et de rage. »« Il vous a insulté ? Que vous a-t-il dit ?» demanda Pompetsky avec douceur. « Il m'a dit de retourner en Palestine, répondis-je. »« Oh, je vois, dit Pompetsky avec un sourire. Mais ce n'est pas une insulte, mon cher Schwartz, c'est plutôt un conseil amical. Asseyez-vous tous les deux si vous voulez vous battre, battez-vous dehors autant que vous voudrez. Mais souvenez-vous, Bolaché, qu'il faut être patient. Bientôt, tous nos problèmes seront résolus. Et maintenant, revenons à notre cours d'histoire. Dans la soirée, quand vint l'heure de rentrer, j'attendis jusqu'à ce que tout le monde fût parti. J'avais encore un faible espoir qu'il regrettait et me viendrait en aide, me consolerait au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais quand je sortis, la rue était aussi froide et vide qu'une plage un jour d'hiver. Dès lors, je l'évitais. Il eût été embarrassant pour lui d'être vu avec moi, et j'espérais qu'il me saurait gré de ma décision. J'étais seule désormais, il était rare qu'on me parlât. Max les biceps, qui portait maintenant une petite svastika d'argent sur sa veste, ne me mettait plus à l'épreuve. Les vieux professeurs eux-mêmes semblaient m'avoir oublié. J'en étais plutôt heureux. Le long et cruel processus du déracinement avait déjà commencé. Déjà, les lumières qui m'avaient guidé allaient s'affaiblissant. Fin de la lecture du chapitre 16. Résumé, le chapitre 16 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Le chapitre 16 se déroule à l'école, au gymnasium, c'est-à-dire le lycée dans lequel se rendent les deux garçons. Tout de suite au début du chapitre, il dit que la fin n'a pas été longue à venir. On se rappelle dans le chapitre précédent qu'il disait que la fin de leur enfance et de leur amitié était en train d'arriver. Eh bien maintenant, elles sont achevées. En fait, il y a un nouveau professeur d'histoire qui se présente et qui s'appelle R. Pompetsky. Et cet homme-là, il va arriver avec tout un tas de thèses du parti nazi. Jusqu'à présent, il dit que son lycée, il était un peu épargné parce qu'on parlait des Grecs, des Romains. C'était des gens quand même qui étaient d'un milieu favorisé. Et dans ce milieu favorisé, l'histoire, la noblesse, tout un tas de hautes valeurs étaient quand même assez préservées et du coup, il connaissait assez peu de choses sur le nazisme. Mais ce prof d'histoire qui s'appelle Pompensky, il va commencer à parler des Aryens. Les Aryens, c'était à l'époque des nazis ceux qui étaient présentés comme une race supérieure. Et il dit que les Grecs sont devenus, ont dominé le monde à partir du moment où les Aryens sont arrivés sur leur terre. Et puis pareil, après l'écroulement de la civilisation grecque et romaine, il y a eu une période un petit peu d'obscurantisme et puis il y a eu la Renaissance où on a recommencé à faire de la musique, à faire de la littérature, à faire des découvertes scientifiques et à avoir une plus grande ouverture sur le monde. Et il pense encore que c'est grâce aux Aryens, que ce seraient les Aryens qui auraient permis cette renaissance en Italie. Et cet homme, il parle de force des ténèbres qui agirait dans l'ombre. Il dit pas vraiment qui, mais on comprend qu'en fait, il parle des Juifs sans oser les nommer. Et du coup, cet homme-là, il va semer la zizanie dans la classe parce que les élèves eux-mêmes vont se mettre à prendre parti. Il y a ceux qui vont dire c'est n'importe quoi, il y a tout un tas de grandes civilisations, ils vont citer par exemple les Incas, les Arabes, etc. Il dit c'est pas possible qu'il n'y ait que les Aryens qui soient une race supérieure. Et il y en a d'autres qui vont dire oui mais quand même c'est possible que ce soit un petit peu vrai. Et il y en a qui vont se mettre à dire que aussi la théorie selon laquelle ce seraient les Juifs qui auraient manipulé le monde, détruit l'Allemagne, etc. est peut-être réelle et vont se mettre eux aussi à détester les Juifs. Et du coup, dans cette classe qui va devenir scindée en deux, Hans va se sentir de plus en plus mal parce que lui, qui n'avait rien demandé, qui a grandi avec les autres et qui se sentait, on l'a vu dans les chapitres précédents, autant allemand que tout le monde, d'un coup, il devient un centre d'intérêt et tout le monde se met à parler de lui.
Un jour, il y a plusieurs enfants qui parlent dans la classe et lui, il arrive devant la porte avant de l'ouvrir et il entend qu'ils disent juif, juif, c'est le seul mot qu'il comprend, mais il entend qu'il y a un débat passionné. Quand il ouvre la porte, il trouve 7 garçons debout. Il y en a 5 qui vont s'asseoir et il y en a 2 qui restent là et qui le défient. Dans les 2, il y en a un qui s'appelle Schulz et un qui s'appelle Bolaché. Et Bolaché va l'agresser. Schulz va même se boucher le nez en sous-entendant que les juifs sentent mauvais. C'est vraiment des propos très racistes et c'est très méchant et humiliant. Et c'est quand même Bolaché, un enfant qui fait 76 kilos, c'est un fils d'un pasteur pauvre dans un village, donc plus un gamin des rues que lui, on va dire. Donc il hésite à l'attaquer. Mais il se dit, si jamais je l'attaque, ça va pas arranger mes affaires parce qu'alors on va m'accuser encore d'être responsable de ça. Donc il décide d'aller s'asseoir. Mais il va lécher un papier et le coller sur son banc dans lequel il y a écrit Sale juif, retourne en Palestine. Et il lui dit enlève ça d'ici. Et Bolaché répond non, c'est pas moi qui vais l'enlever. Et si toi tu le touches, je te préviens, je te frappe. Et finalement, sur le papier, il y a écrit voilà, des propos retourne en Palestine, quelque chose comme ça. Et finalement, la bagarre va éclater. Il dit que il a failli la perdre cette bagarre, mais il a gagné quand même parce que c'était quoi? C'était les Juifs contre les nazis et que lui, il avait foi d'être dans le bon côté, dans le bon clan. C'est dit aussi en début du chapitre que les événements qui vont démarrer vont durer 12 ans et ils vont laisser Stuttgart complètement en ruine avec des dizaines de milliers de morts. Donc c'est quand même une époque qui démarre, qui va être dramatique, hein. C'est quand même une époque qui va être une guerre absolument cruelle. Et finalement, le professeur rentre, et c'est le fameux monsieur Pompenski, là, et il va dire qu'est-ce qui se passe, et Bolaché va dire c'est Hans qui m'a attaqué. Et Pompenski, on voit que c'est un homme qui est quand même intelligent. Déjà, il sait manipuler les enfants, il sait leur semer la zizanie dans la classe et rendre ses enfants, pour certains, les rendre vraiment racistes et pour d'autres, en tout cas, les déstabiliser. Et puis, il va faire semblant d'être gentil. Alors, il va dire à Bolaché gentiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il va faire semblant d'être gentil avec Hans. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit comme insulte? Et Hans va dire, il m'a dit de retourner en Palestine. Et alors le professeur va utiliser son autorité pour être très méprisant. Il va dire, mais ça, ce n'est pas une insulte, c'est un conseil amical. Et évidemment, c'est pas du tout un conseil amical, parce que c'est un enfant qui a grandi ici, qui ne connaît absolument rien de la Palestine, et ça se trouve qu'il n'y a même jamais habité. Donc, c'est des propos tout à fait racistes et méprisants, mais il ne va pas savoir comment réagir, et Hans va retourner à sa place et va être de plus en plus exclu. Conrad, ah oui, et le professeur dit aussi, ne vous battez pas dans la classe, mais vous pouvez vous battre dehors autant que vous voulez. Et du coup, Hans, il va attendre très longtemps parce qu'il a l'espoir que Conrad vienne le consoler et le soutenir parce que c'est son ami, mais Conrad ne va pas venir et à la fin, la rue sera complètement déserte et il n'y aura personne qui aura attendu Hans. Donc il est complètement isolé. Et dans les jours suivants, les professeurs ne l'interrogent plus. Max Lebiceps, on se rappelle, c'était le prof de sport à qui Hans était content de montrer comme il était sportif. Et il avait un bon lien avec ce professeur-là, mais Max Lebiceps va l'ignorer aussi. Et on va voir comment il va se retrouver complètement exclu par tout le monde. Il va terminer en parlant d'un processus de déracinement. Et le déracinement, ça veut dire ne pas avoir de terre dans laquelle on est vraiment ancré, comme les arbres d'un arbre qui a des racines qui rentrent dans la terre. Et lui, c'est un humain, mais il se sent déraciné comme un arbre parce que, effectivement, dans l'histoire, il y a des peuples comme ça qui ont été baladés de terre en terre et qui n'ont jamais pu rester quelque part. Et lui, qui se sentait bien enraciné là-bas, qui se sentait à l'aise, eh ben, il va certainement être obligé de fuir son pays qui est en guerre, ou en tout cas qui va entrer en guerre. Et c'est la fin du résumé du chapitre 16. L'ami retrouvé de Fred Ullmann, lecture du chapitre 17. Un jour, au début de décembre, où j'étais rentrée à la maison, fatiguée, mon père m'emmena dans son cabinet de consultation. Il avait vieilli au cours des 6 derniers mois et semblait avoir une certaine difficulté à respirer. « Assieds-toi, Hans, j'ai à te parler. Ce que je vais te dire te causera un choc. Ta mère et moi, nous avons décidé de t'envoyer en Amérique. Pour l'instant, en tout cas.
jusqu'à ce que la tempête se soit calmée. Nos parents, à New York, s'occuperont de toi et feront en sorte que tu ailles à l'université. Nous croyons que c'est ce qui vaudra le mieux pour toi. Tu ne m'as pas parlé de ce qui se passe au lycée, mais nous pouvons imaginer que cela n'a pas été facile pour toi. À l'université, ce serait encore pire. Oh, la séparation ne sera pas longue. Nos compatriotes reviendront à la raison d'ici quelques années. Quant à nous, nous resterons ici. C'est notre patrie et notre foyer. Ce pays est le nôtre, et nous ne laisserons pas un sale Autrichien nous le voler. Je suis trop vieux pour changer mes habitudes, mais tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Et maintenant, ne fais pas d'objection, ne discute pas, ce ne serait que plus dur pour nous. Et pour l'amour du ciel, ne dis rien pour quelque temps. Et la chose fut ainsi réglée. Je quittai le lycée à Noël, et le 19 janvier, mon jour d'anniversaire, presque exactement 1 an après l'entrée de Conrad dans ma vie, je partis pour l'Amérique. 2 jours avant mon départ, je reçus 2 lettres. L'une d'elles était en vers, et fort combinée, de Bolaché et Schulz. Petit Youpin, nous te disons adieu. Puisses-tu rejoindre en enfer Moïse et Isaac. Petit Youpin, où iras-tu? Rejoindre les Juifs en Australie? Petit Youpin, ne reviens jamais, sinon nous te tordrons le cou. La seconde lettre était ainsi conçue. Mon cher Hans, c'est là une lettre difficile. Laisse-moi d'abord te dire combien je suis triste de te voir partir pour l'Amérique. Il ne peut être aisé pour toi, qui aimes l'Allemagne, de commencer une vie nouvelle en Amérique, pays avec lequel, toi et moi, nous n'avons rien en commun. Et j'imagine ton amertume et ton chagrin. D'autre part, c'est probablement la chose la plus sensée que tu puisses faire. L'Allemagne de demain sera différente de celle que nous avons connue. Ce sera une Allemagne nouvelle, sous la conduite de l'homme qui va décider de notre destin et de celui du monde entier pour des siècles à venir. Tu seras scandalisé si je te dis que je crois en cet homme. Lui seul peut préserver notre pays bien-aimé du matérialisme et du bolchevisme. C'est grâce à lui seul que l'Allemagne regagnera l'ascendant moral qu'elle a perdu par sa propre folie. Tu n'en conviendras pas, mais je ne vois pas d'autre espoir pour l'Allemagne. Il nous faut choisir entre Staline et Hitler. Et je préfère Hitler. Sa personnalité et sa sincérité m'ont impressionné, plus que je ne l'eusse cru possible. J'ai fait récemment sa connaissance alors que je me trouvais à Munich avec ma mère. Extérieurement, c'est un petit homme quelconque, mais dès qu'on l'écoute, on est entraîné par sa force de conviction, sa volonté de faire, sa violence inspirée et sa perspicacité prophétique. En sortant, ma mère était en larmes et ne cessait de répéter « C'est Dieu qui nous l'a envoyé ». Je suis plus fâchée que je ne saurais dire de ce que, pour un certain temps, peut-être 1 ou 2 ans, il n'y aura pas de place pour toi dans cette nouvelle Allemagne. Mais je ne vois pas pourquoi tu ne reviendrais pas plus tard. L'Allemagne a besoin de gens comme toi, et je suis convaincue que le Führer est parfaitement capable et désireux de choisir parmi les éléments juifs entre les bons et les indésirables. Car celui qui vit près de son lieu d'origine répugne à le quitter. Je suis heureux que tes parents aient décidé de rester. Bien entendu, personne ne les molestera. Ils pourront vivre et mourir ici, en paix et en sécurité. Peut-être un jour, nos chemins se croiseront-ils de nouveau. Je me souviendrai toujours de toi, cher Hans. Tu as eu sur moi une grande influence. Tu m'as appris à penser et à douter. Et grâce au doute, à trouver notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien à toi, Conrad van H. Fin de la lecture du chapitre 17. On va résumer le chapitre 17 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Le chapitre démarre avec le père de Hans. Donc c'est un médecin qui est juif, on se rappelle, et il convoque son fils, Hans, le narrateur, le héros du livre, pour lui dire qu'il faut qu'il parte en Amérique parce que il y a trop de tensions dans le pays.
Il y a 6 mois qui se sont écoulés depuis le chapitre précédent. On se rappelle qu'il y a un professeur qui est arrivé avec des thèses nazies et les choses se sont empirées. Il n'est plus en sécurité. Son père lui dit, écoute, tu dois déjà subir beaucoup de choses très dures à l'école et quand tu vas aller au lycée, ce sera encore pire. Donc, pour que tu puisses être en sécurité et fréquenter une bonne université, on préfère t'envoyer en Allemagne. Et son père lui dit aussi, nous sommes trop vieux et on a nos habitudes ici, alors nous, on va rester. Mais toi qui es encore jeune, tu peux faire ta vie dans un autre pays. Et son père continue à penser qu'après le nazisme, il pourra revenir. Bon, il réalise pas vraiment, là c'est en 33, que de 33 à 45, il va se passer des choses vraiment horribles et que le pays ne sera plus du tout possible pour rester vivre pour des personnes de religion juive. Donc finalement, ce que dit son père va s'avérer être faux. Et du coup, il ne doit pas parler jusqu'aux vacances de Noël. Et quand il finit par dire qu'il va partir, il reçoit 2 lettres. Il y a une lettre qui est écrite par Bolacher et Schulz. Ce sont les deux qu'il avait agressés donc 6 mois auparavant quand le professeur nazi était arrivé. C'est une lettre d'insulte, c'est une lettre de moquerie qui est écrite comme ça, comme une chanson, où il l'appelle Petit Youpin. Youpin, c'était un surnom péjoratif qui était donné aux Juifs. Et en gros, ils lui disent « Pars et ne reviens jamais, si tu reviens, on te tordra le cou ». Et il y a une deuxième lettre qui est plus longue, et là c'est très compliqué parce que on voit une ambivalence. Une ambivalence, c'est quand on pense une chose et son contraire. Et c'est une lettre de Conrad qui, en même temps, réassure Hans de son amitié. Il lui dit, tu es mon ami, tu resteras mon ami, tu comptes beaucoup pour moi. Et il lui dit, ton père a raison de t'envoyer en Amérique parce que le pays va changer énormément. Hitler, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de bien, ça c'est le point de vue de Conrad, et il dit, il n'y a pas de place pour les Juifs dans l'Allemagne qui veut construire, mais t'inquiète pas, dans quelques années, il va se rendre compte qu'il y a des bons et des mauvais Juifs, et il choisira de garder uniquement les bons Juifs. Évidemment, c'est un discours qui est très très discutable, hein. Et il dit, je l'ai rencontré avec ma mère, et c'est un homme qui est sincère et passionné, et c'est intéressant de voir ça qui a été écrit il y a quand même plusieurs dizaines d'années, parce que c'est possible, on peut être quelqu'un qui commet des horreurs, mais qui est sincère, et je pense que c'est tout à fait possible dans le cas de Hitler, qui croit vraiment en ce qu'il dit, même si c'est complètement aberrant, il est vraiment sincère et il est vraiment passionné et habité par une vraie passion. Mais ça n'empêche pas qu'il se prépare à commettre un massacre absolument horrible. Et donc Conrad, dans cette lettre, il dit à Hans, t'inquiète pas, tes parents seront ici en sécurité, personne ne les molestera. Molester, ça veut dire frapper. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer dans la suite du livre, mais s'il tient cette promesse, ça va être vraiment très compliqué. En tout cas, du coup, Hans part en Amérique, en tout cas se prépare à partir, et Conrad se prépare, lui, à l'arrivée de Hitler, qui l'attend avec impatience. Et les parents de Hans, donc le vieux médecin juif et sa femme, se retrouvent seuls sans leur fils qui doit partir étudier en Allemagne. Fin du résumé du chapitre 17. L'ami retrouvé de Fred Ullmann, lecture du chapitre 18. C'est ainsi que je suis venu en Amérique, où je vis depuis 30 ans. Lorsque j'y arrivais, j'allais au collège, puis à l'université de Harvard, où j'étudiais le droit. Cette idée m'avait fortement déplu. Je voulais être poète, mais le cousin de mon père ne supportait pas que l'on déraisonnât. La poésie, avait-il dit. Te prends-tu pour un nouveau Schiller? Combien un poète gagne-t-il? D'abord, tu étudieras le droit, ensuite tu pourras écrire autant de poèmes que tu voudras en temps perdu. J'étudiais donc le droit, devins avocat à 25 ans et épousai une jeune fille de Boston dont j'ai un enfant. En tant qu'avocat, je ne m'en suis pas trop mal tiré, comme disent les Anglais, et la plupart des gens en conviendraient. En apparence, ils auraient raison. J'ai tout ce qu'on peut souhaiter. Un appartement donnant sur le Central Park, des voitures, une maison de campagne, j'appartiens à plusieurs clubs juifs et ainsi de suite. Mais je sais à quoi m'en tenir. Je n'ai jamais réalisé ce que je voulais vraiment. Écrire un bon livre et un bon poème. Au début, je manquais de courage pour me mettre à l'œuvre parce que je n'avais pas d'argent. Mais maintenant que j'ai de l'argent, je n'ai pas le courage parce que je manque de confiance. De sorte que dans mon fort intérieur, je me considère comme un raté. Non que cela importe vraiment.
sub specie aeternitatis. Nous sommes tous, sans exception, des ratés. Je ne sais où j'ai lu que la mort sape notre confiance dans la vie en nous montrant qu'en fin de compte, tout est également futile devant les ténèbres finales. Oui, futile est le mot approprié. Je ne dois pourtant pas me plaindre. J'ai plus d'amis que d'ennemis, et il y a des moments où je suis presque heureux de vivre. Quand je regarde le soleil se coucher et la lune se lever, ou lorsque je vois la neige au sommet des montagnes. Il y a d'autres compensations, quand je suis à même d'exercer l'influence que je puis avoir pour une cause que je crois bonne, l'égalité raciale ou l'abolition de la peine capitale par exemple. J'ai été satisfait de ma réussite financière parce qu'elle m'a permis de faire quelque chose pour aider les Juifs à édifier Israël et les Arabes à établir certains de leurs réfugiés. J'ai même envoyé de l'argent en Allemagne. Mes parents sont morts, mais je suis heureux de dire qu'ils n'ont pas fini à Belsen. Un jour, un nazi fut posté devant le cabinet de consultation de mon père, portant cet écriteau. « Allemands, prenez garde. Évitez tous les juifs. Quiconque a affaire à un juif est souillé. » Mon père revêtit son uniforme d'officier, arbora toutes ses décorations, y compris la croix de fer de première classe, et se mit en faction à côté du nazi. Le nazi devint de plus en plus embarrassé, et une foule s'assembla peu à peu. Les genres se tinrent d'abord silencieux, mais, comme leur nombre allait croissant, il eut des murmures qui éclatèrent finalement en railleries agressives. Mais c'était aux nazis que s'adressait leur hostilité, et c'est le nazi qui plia bientôt bagage et disparut. Il ne revint pas et ne fut pas remplacé. Quelques jours plus tard, alors que ma mère dormait, mon père ouvrit le gaz et c'est ainsi qu'ils moururent. Depuis leur mort, j'ai autant que possible évité de rencontrer des Allemands et je n'ai pas ouvert un seul livre allemand, pas même Hölderlin, et j'ai essayé d'oublier. Bien entendu, quelques Allemands ont inévitablement croisé mon chemin, de braves gens qui avaient fait de la prison pour s'être opposés à Hitler. Je me suis assuré de leur passé avant de leur serrer la main. Il faut être prudent avant d'accepter un Allemand. Qui sait si celui auquel on parle n'a pas trempé ses mains dans le sang de vos amis ou de votre famille. Mais pour cela, aucun doute n'était possible. En dépit de leurs états de service dans la résistance, ils ne pouvaient s'empêcher d'éprouver un sentiment de culpabilité, et j'en avais du regret pour eux. Mais, même avec eux, je prétendais avoir du mal à parler allemand. C'est là une sorte de façade protectrice que j'adopte presque inconsciemment. Inconsciemment dans une certaine mesure, pourtant. Quand il me faut converser avec un Allemand. Naturellement, je parle encore parfaitement bien la langue, en faisant la part de mon accent américain, mais je déteste l'employer. Mes blessures ne sont pas cicatrisées, et chaque fois que l'Allemagne se rappelle à moi, c'est comme si on les frottait au sel. Un jour, je rencontrai un homme du Württemberg et lui demandai ce qui s'était passé à Stuttgart. « Les 3/4 de la ville ont été détruits, dit-il. Qu'est-il devenu du Karl Alexander Gymnasium ? Des décombres. Et du palais des Hohenfels ? Des décombres. » Je me mis à rire, sans fin. « Qu'est-ce qui vous fait rire ? demanda-t-il étonné. « Oh, peu importe, dis-je. Mais il n'y a rien de drôle là-dedans, dit-il. Je ne vois pas où est le comique de l'histoire. Peu importe, répétai-je. Il n'y a rien de comique dans l'histoire. Qu'aurais-je pu dire d'autre ? Comment aurais-je pu lui expliquer pourquoi je riais quand je ne pouvais le comprendre moi-même ? Fin de la lecture du chapitre 18. On va résumer le chapitre 18 du livre L'ami retrouvé. Donc ce chapitre se passe en Amérique. Hans est arrivé en Amérique et il a bien réussi. Il a fait des hautes études à Harvard, il a étudié le droit.
Lui, il aurait préféré être poète, il voulait écrire des poèmes. Mais son oncle, quand il l'a récupéré comme enfant qui était réfugié de l'Allemagne qui entrait en guerre, il lui a dit non, poète, c'est pas un métier sérieux, fais du droit. Et quand tu auras du temps libre et suffisamment d'argent, tu pourras écrire des poèmes tranquillement. Et pourtant, on voit qu'il garde une souffrance en lui. Il dit qu'il est marié avec une femme charmante, il a un enfant, plusieurs voitures, il est à l'aise financièrement, mais évidemment, il a fui un pays en guerre, il a abandonné ses parents et il a abandonné son pays auquel il était très attaché. Donc, il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. Il fait des choses qui lui procurent quand même un certain bonheur. Par exemple, pouvoir se battre pour des causes qui lui semblent justes, comme par exemple l'égalité raciale. Parce qu'en Amérique, il y a des tensions, surtout à l'époque, encore un peu maintenant, ça revient parfois, entre les blancs et les noirs. Et bien lui, il peut se battre pour l'égalité, c'est une cause qui lui fait du bien de défendre. Il peut aussi se battre contre la peine de mort. Alors chez nous, la peine de mort est abolie, mais aux États-Unis, ça existe encore jusqu'à maintenant, et c'est un débat qui reste très brûlant. Et donc, Hans, devenu adulte, il parle aussi de sa relation avec les Allemands. Et il dit que les Allemands qui vivent en Amérique sont des personnes qui souvent sont venues se réfugier après avoir fait de la prison parce qu'ils se sont opposés à Hitler. Mais il dit encore, il faut toujours s'interroger sur le passé d'un Allemand avant de lui serrer la main, parce que cette main, il l'a peut-être trempée dans le sang de vos amis ou de votre famille. Donc on voit quand même que c'est un passé qui est un passé immédiat et qui reste brûlant, hein. Le livre, il a été écrit, je pense, quelques dizaines d'années après la guerre, donc pour eux, c'est pas vraiment du passé, c'est encore quelque chose qui fait partie de leur vie. On voit aussi, par exemple, qu'il a envoyé de l'argent en Israël pour construire la nation et aussi pour aider les Arabes réfugiés. Alors je connais pas trop l'histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore un sujet qui est d'actualité et qui est brûlant parce que c'est une région qui est toujours instable, dans lesquelles les choses se passent mal et en tout cas lui il a vécu la création de cet État avec évidemment tous les bons et les mauvais côtés qu'on connaît. Au-delà de ça, il dit aussi que, il a réussi à trouver des amis. Il y a des clubs juifs, donc il trouve des gens et c'est un petit peu paradoxal parce que son père, à lui, n'était pas du tout dans le communautarisme, il n'avait pas du tout de vivre dans l'entre-soi, entre personnes de la même communauté, mais par contre, lui, Hans, il appartient à des clubs juifs et du coup, c'est un petit peu différent. Et puis un jour, il rencontre un Allemand qui vient de Stuttgart et il lui pose des questions. Il lui demande par exemple ce qu'est devenu le gymnasium, c'est-à-dire le lycée dans lequel il était. Et le lycée est devenu des décombres. Ça veut dire qu'il a été complètement détruit par la guerre. Et ensuite, il pose la question pour le château des Hohenfels, donc le château de Conrad et ses parents. Et on lui dit que c'est aussi devenu des décombres. Et alors, il se met à rire. Et l'homme qu'il a rencontré lui dit, mais pourquoi est-ce que vous rigolez comme ça? Et il dit, je ne peux pas répondre à cette question de pourquoi je riais, parce que moi-même, je ne le savais pas. Mais c'est certainement un rire nerveux, et c'est de penser que le château des Hohenfels a été détruit. Je ne sais pas si c'est de la satisfaction ou si c'est simplement le souvenir de quelque chose de douloureux. En tout cas, c'est comme ça que se termine ce chapitre-là. Enfin, j'ai oublié quand même un élément très très important de ce chapitre, c'est la mort de ses parents. Donc ses parents ont subi le nazisme de plein fouet puisque eux ils vivaient à Stuttgart en Allemagne et qu'ils étaient juifs tous les deux. Et un jour il y a un soldat qui se pointe devant la porte du cabinet médical parce que son père est médecin en disant n'approchez pas les juifs, ne les touchez pas, celui qui a des contacts avec un juif est souillé, ça veut dire sali. Et le soldat qui porte cette pancarte se poste devant son cabinet médical. Et lui, il met toutes ses décorations et son uniforme de soldat parce qu'il s'est battu pour l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Et il va se poster debout à côté du soldat qui porte cette pancarte. Et il va y avoir de plus en plus de monde qui va venir les regarder. Et à la fin, il y a un murmure qui va s'élever de la foule, et la foule va se mettre à rire. Mais ils ne vont pas se moquer du médecin qui fait partie de leur ville et qui a toujours vécu avec eux, qui est un homme respectable. Ils vont se moquer du soldat, et c'est le soldat qui va plier bagage et qui va partir. Mais pourtant, ce n'est pas une victoire, parce qu'il est tellement mis en porte-à-faux, tellement épuisé par le harcèlement qu'il vit,
qu'il va choisir de se donner la mort. Il va ouvrir le gaz dans sa maison et c'est comme ça qu'il va mourir, lui, avec sa femme, intoxiqués au gaz. Donc c'est quand même un suicide de ses parents dans l'Allemagne nazie, qui est quand même évidemment une fin tragique. Il dit « Je suis fier de dire que mes parents ne sont pas morts en camp, mais ils sont quand même morts suite à un harcèlement terrible et ils ont choisi de mourir. » Donc c'est quand même une fin qui est très triste. Voilà, désolée de finir ce chapitre sur une note si triste et on va lire le suivant qui sera le chapitre 19. L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Lecture du chapitre 19. Tout cela m'est revenu aujourd'hui en mémoire lorsque de façon inattendue me parvint du Karl Alexander Gymnasium un appel de fonds accompagné d'un fascicule contenant une liste de noms. On me demandait de souscrire à l'érection d'un monument aux morts à la mémoire des élèves tombés dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais comment on avait eu mon adresse. Je ne puis non plus m'expliquer comment on avait découvert que, il y avait de cela 1000 ans, j'avais été l'un des leurs. Mon premier mouvement fut de jeter le tout dans la corbeille à papier. Pourquoi me tracasser à propos de leurs morts? Je n'avais rien à voir avec eux, absolument rien. Cette partie de moi-même n'avait jamais été. J'avais retranché 17 ans de ma vie sans rien leur demander. À eux. Et voici qu'ils attendaient de moi une contribution. Mais je changeai finalement d'idée et lus l'appel. 400 des garçons avaient été tués, portés ou disparus. Leurs noms étaient cités par ordre alphabétique. Je les parcourus, évitant la lettre H. Adalbert Fritz, tué en Russie en 1942. Oui, il y avait eu dans ma classe un élève de ce nom, mais je ne pouvais me le rappeler. En vie, il devait avoir été aussi insignifiant pour moi qu'il l'était maintenant dans la mort. Il en était de même pour le nom suivant. Behrens Karl, porté disparu en Russie, présumé mort. C'étaient là des garçons que j'eusse pu avoir connus pendant des années, qui avaient un jour été vivants et pleins d'espérance, qui avaient ri et vécu tout comme moi. Frank Kurt, oui, je me souvenais de lui. C'était l'un des 3 membres du Caviar, un gentil garçon, et je me sentis désolée pour lui. Müller Hugo, mort en Afrique. Je me le rappelais, lui aussi. Je fermai les yeux, et ma mémoire me présenta, comme un daguerreotype, quelque peu estompé, la vague silhouette d'un garçon blond avec des fossettes, mais rien de plus. Il était mort, tout simplement, pauvre garçon. C'était différent pour Bolaché, mort, sépulture inconnue. C'était bien fait. Si quelqu'un méritait jamais de se faire tuer, dans la mesure où « si » est le mot pivot, il en était de même pour Schultz. Oh, cela, je me les rappelais fort bien. Je n'avais pas oublié leur poème. Comment commençait-il? Petit Youpin, nous te disons adieu. Puisses-tu rejoindre en enfer Moïse et Isaac? Oui, il méritait d'être mort si quelqu'un le méritait jamais. Je continuai à parcourir toute la liste, sauf les noms commençant par H. Et quand j'eus fini, je vis que 26 garçons de ma classe sur 46 étaient morts pour Das Deusenjährige Reich. Je reposai la liste et attendis. J'attendis 10 minutes, une demi-heure, sans quitter du regard ces pages imprimées qui émanaient de l'enfer de mon passé, antédiluvien, et avaient fait irruption pour me troubler l'esprit et me rappeler quelque chose que je m'étais tant forcé d'oublier. Je travaillais un peu, donnais quelques coups de téléphone et dictais quelques lettres. Et je ne pouvais encore ni délaisser cet appel, ni me forcer à chercher le nom qui m'obsédait. Je décidai finalement de détruire cette chose atroce. Avais-je vraiment envie ou besoin de savoir? S'il était mort ou vivant, quelle différence cela ferait pour moi, puisque de toute façon je ne le reverrais jamais. Mais en étais-je bien certain? Était-il absolument hors de question que la porte pût s'ouvrir pour lui laisser un passage? Et n'étais-je pas, en cet instant même, en train de prêter l'oreille pour entendre son pas? Je saisis le fascicule, j'étais sur le point de le mettre en pièces, lorsque,
Au dernier moment, je retins ma main. Marmant de courage et tremblant, j'ouvris la lettre H et lus. Von Hohenfels Conrad, impliqué dans le complot contre Hitler, exécuté. C'est la fin de la lecture du chapitre 19 et c'est aussi la fin de la lecture du livre L'ami retrouvé. On va résumer ce dernier chapitre. On va résumer le chapitre 19 du livre L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Ce chapitre, c'est celui dans lequel on va comprendre le titre, parce que pour l'instant, on a un ami perdu et on va voir à la fin de ce chapitre pourquoi il va retrouver son ami et comment. Donc, il reçoit un fascicule. Un fascicule, c'est comme un prospectus, c'est un papier dans lequel il y a écrit une publicité. Et en fait, cette publicité, c'est une collecte de fonds. Il demande de l'argent aux gens, il collecte de l'argent pour construire un monument aux morts pour la reconstruction du gymnasium qui est donc le lycée dans lequel allaient Hans et Conrad quand ils étaient enfants. Et pour ce monument aux morts, ils veulent que les gens contribuent en donnant de l'argent pour construire un beau monument. Et ils mettent avec la liste de tous les enfants qui sont morts, enfin tous les jeunes adultes qui sont morts pendant ces 12 ans de guerre. Et il va se rendre compte que sur sa classe de 46 élèves, il y en a 26 qui sont morts. Donc il y en a certains dont il se rappelle que vaguement, ils se rappellent de leur nom, mais ils ne se rappellent pas qui ils ont été dans leur vie. Il y en a d'autres dont il se rappelle plus précisément. Un de ceux qui était dans les caviars, il dit « C'était un gentil garçon, je revois son visage de petit blondinet et je suis triste quand même qu'il soit mort. » D'autres, par exemple, Bolaché et Schulz, qui lui avaient écrit un poème très méchant en disant « Va rejoindre Moïse en enfer ». Donc, eux, il n'est pas surpris qu'il soit mort et il dit à 2 reprises, il dit si quelqu'un méritait bien de mourir, c'était eux. Mais j'ai dit si quand même. Il précise bien qu'il dit si parce qu'il n'est pas certain qu'il y ait des gens qui méritent de mourir. Et ça, c'est aussi une question très intéressante parce que finalement, eux aussi horribles qu'ils aient pu se comporter, ils n'étaient jamais que le fruit de leur éducation, des circonstances, etc. Quelle est la part qui fait qu'ils méritaient vraiment de mourir? C'est compliqué à dire. En tout cas, il dit si, ça veut dire que, a priori, personne ne devrait mériter de mourir. Mais bon, il a quand même une petite satisfaction à voir que Bellaché et Schulz se sont morts. Et il ne lit pas la lettre H. Il ne la lit pas parce que dans la lettre H, il a peur de trouver Conrad parmi les morts. Et du coup, il décide de jeter le papier parce qu'il ne veut plus repenser à ce passé, à cet ami qu'il a trahi, et il s'apprête à le déchirer. Et au moment de le déchirer, c'est plus fort que lui, il va quand même lire à la lettre H. Et là, dans la lettre H, il va trouver, parmi la liste des morts, son ami Conrad von Hohenfels. Et on se demande comment on peut retrouver un ami qui est mort, mais c'est en fait des retrouvailles symboliques, parce que son ami, il est mort parce qu'il a été impliqué dans un complot contre Hitler. Il a essayé de tuer Hitler, et pour cela, il a été exécuté. C'est la toute dernière phrase et c'est le dernier mot de ce livre. Et c'est là qu'il retrouve son ami, parce que finalement, Conrad, même s'il a écrit une lettre en disant que Hitler était quelqu'un de bien quand il avait 16 ans, quand la guerre est arrivée, quand ils se sont mis à massacrer les gens, eh ben Conrad, il s'est retrouvé du bon côté et il a choisi d'essayer de tuer Hitler. Donc il s'est retourné finalement contre sa mère et ses idées nazies pour rejoindre son ami. Et c'est pour ça que le livre s'appelle L'ami retrouvé, parce que Fred Ullmann retrouve son ami dans cette liste et qu'il est du bon côté. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 19 et c'est aussi la fin du résumé de ce livre. C'est un livre qui est très intéressant parce c'est un peu comme quand on va voir des archives d'histoire, évidemment c'est romancé, mais c'est quand même écrit par quelqu'un qui est vraiment né à Stuttgart et c'est peut-être pas autobiographique, mais c'est quand même quelque chose qui est raconté par quelqu'un qui a vécu cette époque-là. Et puis en même temps, connaître l'histoire, ça permet de pouvoir aussi construire le monde futur et de voir comment est-ce qu'on devient nazi. Alors évidemment, les idées nazies, elles ont quand même du plomb dans l'aile, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à des guerres, à détester quelqu'un pour une religion, parce que il est d'une autre communauté, etc. Comment est-ce qu'on vit le fait d'être minoritaire? Comment est-ce que
On peut en arriver à ressentir de la haine pour quelqu'un à cause de sa religion ou parce qu'on considère que peut-être notre peuple vaut mieux qu'un autre, notre communauté vaut mieux qu'une autre. Et toutes ces choses-là, c'est intéressant de les lire dans un livre et de voir à quel point elles sont fragiles, parce que vivre ensemble, c'est très fragile. C'est facile de détester les autres parce que ça fait partie de nous, on est des humains et les humains, ils ont ça entre eux, ils ont aussi cette détestation de l'autre. Et pour pouvoir continuer à vivre ensemble, il faut se dire, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous des mêmes origines ou des mêmes idées, ou on n'a pas tous les mêmes personnalités et on fait l'effort de vivre ensemble.